Permettez-moi un bref aperçu avant de descendre vers l'abîme. Le Chrétien a tout essayé. La légende y loge au Moyen-Âge une bonne équipe de brigands français qui terrorisaient toute la vallée. Les indigènes ont eu beaucoup de peine à les remplacer par des agriculteurs bétaillers. À la fin du XIXe siècle, le grand tourisme se substitue aux fumacières. 3 hôtels remplissent d'effroi et de ravissement les coloniaux britanniques. La paysannerie locale fait son profit avec la vente du miel et de l'eau de cerise. La crise avalée et les hôtels fermés, on se met à la fraise, qui disparaît à son tour. Aujourd'hui, les moutons et 3 alpagas remplacent les plates-bandes à l'ombre de vieux arbres fruitiers. Et les promeneurs relaient les vacanciers d'autrefois. Le Chrétien est une réussite pour la villégiature et un échec pour l'agriculture. On bricole, on ne produit plus. On s'hospitalise à domicile sur les balcons surchargés de soleil. Je descends donc dans ce village convalescence en pensant qu'un enfant aurait pu le construire avec ses pièces de Lego. Devant l'épicerie de Lina, à côté de la fontaine, un bûcheron tient au frais sa bouteille de goron. À défaut de café, Lina sert de caviste. Son réduit de centre commercial, sa banquette de salon de commérage. Quand j'interroge cette épicurienne des petits sous sur la marche des affaires dans une solitude pareille, elle m'avoue entre 2 cigarettes que les gens sont gentils et que tout le monde est content. On retape, on cloisonne, on se promène, on fait sa cure de repos. Avec la route qui s'arrête précisément là, tout est possible. En 20 minutes, les habitants sont à Martigny. Beaucoup plus bas, Pierre Loy, l'artiste peintre, 51 ans, m'attend sur un mur de la Sente à côté de sa canne. Il a vécu l'injustice toute humaine de la poliomyélite à l'âge de 8 ans. Sa vie s'arrête sur un lit, bras et jambes atrophiés. Il fréquente les hôpitaux et les salles d'opération. Pas de pitié ni miracle. Mais il récupère en claudiquant tant et plus et choisit l'école des beaux-arts pour se réinscrire au registre de la vie. Il couronne ses exploits par un diplôme d'excellence. Aussitôt fait, voilà qu'il tourne le dos à ce fatras académique. Il va désormais peindre ce qu'il ressent, tel qu'il est, sans triche, sans mondanité. À prendre ou à laisser. Jusqu'à la mort. Un exemple d'entêtement et d'humilité. Il me parle en apôtre du pays, des ancêtres, de ce gouffre où il a installé son domaine avec sa femme et ses 4 enfants. Il m'explique sa visée fondamentale, son défi esthétique et m'offre la nudité de sa réflexion. Comment il élimine le superflu pour atteindre le noyau du patrimoine alpestre. Comment la symbolique la plus élémentaire le travaille du dedans et du dehors pour dépasser le décor des natures mortes traditionnelles. Tout ce qu'il crée s'échappe de ce trou, face au ravin, face à l'ubac de la montagne de Ravoir. Vous saviez, vous, que la montagne Sainte-Victoire de Cézanne avait un concurrent alpestre ? C'est bien ici, pourtant, que cet iconoclaste du pittoresque peint sa vérité intérieure en fuyant la banale réalité.